Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, c'est Excellent comme tous les dimanches, exceptionnellement à 21h aujourd'hui car nous avons cédé notre place au rugby. Contente de vous retrouver sur Sud Radio. Couronnée championne de France de cyclisme sur route à seulement 20 ans, elle a marqué l'histoire de ce sport par ses exploits. Mais elle ne s'arrête pas là, à 24 ans, Marion Rousse a fait une transition audacieuse en mettant un terme à sa carrière de coureuse pour embrasser une nouvelle passion, le journalisme sportif, et sur France TV, attention. Et puis depuis 2022, elle s'est vue confier une mission d'envergure en devenant la directrice du tout nouveau Tour de France Femmes. Marion Rousse est donc une femme qui continue de pédaler vers l'excellence et c'est excellent. Bienvenue Marion Rousse. Bonsoir à tous et merci pour le portrait. Avec plaisir. Il a bâti sa renommée en mettant son expertise au service des acteurs du monde de l'art et de la culture. François Blanc est à la tête de l'agence Communicart, qu'il a fondée en 2004. De la création d'outils éditoriaux, relations presse, en passant par l'organisation d'événements, la communication digitale, l'animation des réseaux sociaux, François Blanc et son équipe façonnent des stratégies qui mettent en lumière le riche patrimoine culturel de leurs clients. Et ça aussi, c'est excellent. Bienvenue sur Sud Radio, François Blanc. Merci, c'est bien dit. C'est excellent sur Sud Radio, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Alors Marion Rousse, je le disais, vous avez pris la direction du Tour de France Femmes, dont la première édition a eu lieu en 2022. Puis alors le message il est fort, enfin un Tour de France féminin et enfin une femme pour le diriger. Alors c'est vrai que moi j'ai été cycliste professionnel, on en a parlé tout à l'heure, et j'ai commencé le vélo à l'âge de 6 ans. Et je pense que pour tous les cyclistes, qu'on soit un homme ou une femme, la plus belle course au monde, c'est le Tour de France. Et malheureusement, du haut de mes 6 ans, je savais que je ne participerais jamais au Tour de France Femmes puisqu'il n'existait pas. Donc évidemment, quand on m'a confié la tâche de devenir directrice de ce Tour de France Femmes, pour la première édition, j'ai été ravie. Et de voir au bord des routes autant de jeunes filles qui peuvent enfin s'identifier à des championnes féminines, ça c'est du rêve. Ça c'est énorme. Du coup, vous vous replongez un petit peu dans la petite fille que vous étiez, en vous disant finalement moi j'ai pas eu cette route là mais je l'ouvre pour les autres, quoi. Oui, complètement. C'est une tâche où je suis vraiment investie, évidemment. Je vois aussi que les mentalités ont changé, que le cyclisme féminin professionnel a très bien évolué, et heureusement, ça n'a plus rien à voir avec ce que moi j'ai vécu, j'ai connu. Je n'étais pas rémunérée, j'étais cycliste professionnelle, mais j'avais de professionnel que le mot finalement. D'accord. Parce que il fallait que j'aille bosser l'après-midi. Donc je m'entraînais le matin et puis il fallait bien aller gagner sa vie. Donc évidemment c'était quand même compliqué de pouvoir rivaliser avec les 5-6 cyclistes qui étaient elles rémunérées. Toute la journée, et donc là c'est vraiment la différence. Avec l'envie de faire ce Tour de France Femmes, bien évidemment qu'il y ait des sponsors qui s'y intéressent parce qu'on est enfin médiatisé. Bien sûr. Il y a plus de 190 pays dans le monde qui retransmettent 2 heures de direct par jour. Ça c'est énorme et c'est du jamais vu. Bien sûr. Alors justement, ce Tour de France 2024, il est adapté en plus au calendrier des Jeux Olympiques de Paris. Il va débuter à Rotterdam le 12 août. Alors après 8 étapes incluant des sections pour les sprinteuses, il y a les spécialistes des classiques et les grimpeuses aussi. La course, elle va culminer à l'Alpe d'Huez le 18 août. Elle va poursuivre donc l'exploration des sommets les plus exigeants pour le peloton féminin. J'ai envie de dire quelle aventure. Et puis pour le coup, vraiment, c'est des sacrés athlètes, quoi. Ah, vous avez bien révisé. Ouais. Ah, je travaille bien mes fiches. Non, mais c'est vrai qu'on a proposé un parcours, et ce depuis la première édition, hyper complet, parce qu'on est là aussi pour faire connaître des personnages, puisque les cyclistes féminines c'est tout nouveau, qu'on puisse les voir et les découvrir à la télé aussi, quoi. Donc on a vraiment voulu tracer un parcours qui récompense les sprinteuses, les baroudeuses, les puncheuses et également les grandes grimpeuses, et on est là aussi pour s'inscrire dans l'histoire, et on sait que l'histoire du Tour de France c'est les sommets, et l'Alpe d'Huez il n'y a pas beaucoup mieux. C'est pas n'importe quel sommet. Alors c'est important de dire aussi l'étendue des possibilités de ces athlètes là, quoi. C'est-à-dire que en fait, des vrais athlètes. Qu'on soit homme ou femme, on peut tout à fait s'attaquer au sommet. Évidemment, et j'ai même quand même une petite anecdote, c'est qu'il y a eu un Paris-Roubaix femmes, donc qui a eu lieu depuis maintenant 3 ans. Et Paris-Roubaix, c'est l'étape des pavés dans le nord, tout le monde connaît. Et donc, quand on a voulu créer cette course Paris-Roubaix femmes, il y en a pas mal quand même qui ont rigolé, en disant « Mais qu'est-ce qu'on va aller mettre une femme sur des pavés, c'est n'importe quoi !» Et les femmes ont répondu à la pédale, et ça a été juste magnifique. Il y a vraiment eu un avant et un après. Le Tour de France Femmes, c'est pas un cadeau qu'on leur fait, mais c'est parce qu'elles le méritent et qu'il y a un vrai intérêt sportif. Donc le mérite, c'est un peu le maître mot, quoi. Exactement. Je pense que quand on met les bonnes personnes à la bonne place, ça peut que marcher. Alors on imagine qu'il y a quand même pas mal de défis dans l'organisation de ce tour. En plus, vous êtes adapté au calendrier des JO, on l'a dit. L'impact que vous attendez, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai que c'est une année particulière et ça sera la même chose tous les 4 ans. Il va falloir s'adapter avec les dates des Jeux Olympiques.
Depuis le début de ce Tour de France Femmes, on a vraiment tenu à être la 4e semaine du Tour, donc de bénéficier de la couverture médiatique qu'ont les hommes pour que les hommes aient envie de regarder du vélo, parce qu'au mois de juillet, tu as envie de passer tes vacances à regarder du vélo. Donc là, ça va être un challenge supplémentaire. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était de rester dans les vacances, parce que c'est un sport populaire, une fête populaire, c'est gratuit. Donc on voulait vraiment avoir du monde au bord des routes. Et le fait de partir des Pays-Bas, évidemment, c'est aussi pour soulager un peu toutes les forces de l'ordre qui seront vraiment prises pendant tout l'été. Et Rotterdam, c'est un beau clin d'œil, parce que c'est les Pays-Bas, c'est le pays de la petite reine. Toutes les championnes actuellement viennent des Pays-Bas, et on s'attend à un succès populaire. Alors justement, en 2023, sur la médiatisation un petit peu, les 8 étapes, elles ont été diffusées en direct sur France 2. Pour la première fois, 2 étapes, la première et la 7e étaient proposées en intégralité. Cette nouvelle couverture médiatique, justement, ça influence aussi la perception du public, du coup, et ça ouvre aussi le vélo à d'autres pays qui sont pas forcément amenés à s'y intéresser. Ouais, c'est du jamais vu, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans plus de 190 pays dans le monde. Finalement, avant, on n'existait pas, on avait l'impression de même pas avoir de statut social. Quand on disait aux gens qu'on faisait du cyclisme, ça n'existait pas pour eux. Et pour les gens qui ne sont pas passionnés de cyclisme, le cyclisme, c'est que le Tour de France, que tu sois un homme ou une femme. Donc tu as l'impression de devenir cycliste professionnel à partir du moment où tu participes au Tour de France. Et ça, maintenant, c'est une possibilité pour toutes les jeunes filles qui nous regardent, pour toutes les athlètes actuellement. Et puis oui, évidemment, je pense que le public s'est rendu compte de la vitesse folle que les cyclistes pouvaient aller, et puis surtout qu'elles le méritaient, que ça envoie du lourd finalement, une femme sur un vélo, et que ça n'a rien d'anormal. C'est une avancée significative quand même pour la visibilité des femmes en général, en fait, j'ai envie de dire. De toute façon, le nerf de la guerre, ça reste quand même la médiatisation, parce que le système économique dans le cyclisme féminin il y en avait pas, il était très précaire, et le fait que on puisse enfin avoir des diffusions aussi importante, avec des audiences aussi qui marchent, et ceux du premier jour jusqu'à la dernière étape. Donc ça montre vraiment qu'il y a un intérêt pour les téléspectateurs, pour le public, parce qu'ils sont nombreux également au bord des routes, et montrer aussi à des sponsors que ça vaut le coup d'investir dans le cyclisme féminin. Bien sûr. Alors François Blanc, tiens, sur l'aspect sponsor communication, vous êtes un expert en communication à la tête de Communicart, je le rappelle pour les auditeurs. Vous êtes bien d'accord pour dire que le rôle du cyclisme féminin, justement, il est majeur dans le développement en général de la visibilité féminine dans le sport, notamment à l'aune d'événements majeurs tels que le Tour de France ou les Jeux Olympiques, etc. Oui, évidemment, c'est un bastion qui a été pris par les femmes, et c'est une très bonne chose. Le vélo, c'est beau, et faire du vélo, c'est fantastique. Quand je pense au Tour de France, qu'il soit masculin ou féminin, moi je dis il y a 2 émissions en télévision qui sont extraordinaires. C'est le Tour de France et c'est Des racines et des ailes. C'est-à-dire les 2 émissions qui vous montrent le patrimoine dans sa splendeur, qui montrent à quel point la France est belle et à quel point elle regorge de trésors. Et je crois qu'on peut remercier les réalisations de ces 2 émissions, chacune dans leur genre et dans leurs compétences, de montrer ce qu'il y a de plus beau en France. Et le Tour de France, quand on parle d'accès à la culture et d'accès populaire à la culture, je dis que le Tour de France a un rôle à jouer et joue un rôle véritable sur ce plan. Ça fait partie de notre patrimoine vivant, quoi. Absolument. Clairement. Et c'est aussi ce qui fait rayonner la France à l'international. Ça fait partie des choses qui font rayonner la France, quoi. Un outil de communication extraordinaire au service de la France. Marion, c'est un moment significatif, important de votre première année en tant que directrice à partager avec les auditeurs. Alors je pense que le moment vraiment marquant, ça a été le premier départ que j'ai pu donner dans la voiture de direction de course, où on était sur l'avenue des Champs-Élysées, et où il y a eu vraiment une communion lorsque j'ai sorti ma tête du toit ouvrant, comme le fait Christian Prudhomme d'ailleurs. Et en fait, je me suis retournée et j'ai vu ce peloton de cyclistes féminines, et en fait, on s'est regardé parce qu'on a vraiment senti qu'on était au départ de quelque chose de grand. Et ça, c'est une image que j'aurai tout le temps. C'est émouvant, quoi, aussi. Ouais, c'est émouvant, parce que c'est vrai que des galères, j'en ai quand même connu en étant cycliste professionnel. Enfin, moi, je me suis vue quand même dormir dans des internats, dans des compétitions qui étaient quand même des grandes compétitions, des compétitions World Tour. Donc ouais, on a fait quand même un grand chemin. Et ça fait plaisir de voir que les générations futures ne connaîtront pas la galère que j'ai pu vivre. Donc finalement, vous avez connu la galère pour leur éviter à elles, quoi. Ouais, mais du coup, c'est vrai que je me retrouve à une très belle place, parce qu'ayant connu tout ça, je sais d'où on vient et les efforts qu'il a fallu faire. Donc non, je suis très fière du cyclisme actuel.
du boulot des filles et puis surtout le spectacle qu'elles nous montrent chaque jour. Voilà, le peloton est beaucoup plus homogène parce que maintenant il y a des salaires minimums qui ont été instaurés. Donc chaque jour, sur chaque étape, c'était une vainqueur différente. Il y a du niveau. Au final. Et alors, vos objectifs principaux en tant que jeune directrice qui débarque d'un Tour de France féminin qu'on découvre, etc. Qu'est-ce que vous dites? Bah tiens, ça, je veux réussir à le faire. Ma priorité, c'est de pérenniser l'épreuve. Parce que le Tour de France femmes, il y en a eu. Il y avait la grande boucle féminine à l'époque. Bien sûr. Mais ça n'a jamais fonctionné. Parce que le format n'était pas le bon, tout simplement. Parce que les médias s'y intéressaient pas. Parce qu'il n'y avait pas de télé. Donc parce les que gens le rapport à la femme était différent aussi. Aussi, je pense que les mentalités ont changé. On arrivait à un bon moment où le cyclisme féminin aussi avait évolué, parce que faut pas avancer non plus trop vite. C'est pour ça qu'il faut y aller prudemment, parce que si on avance trop vite, on n'aura pas ce qu'il faut pour avancer. Ça, c'est un peu vrai dans tout, non? Je pense que c'est une formule qui marche. Donc voilà, moi c'est vraiment pérenniser l'épreuve. On y va petit à petit, mais là où je suis très fière, c'est qu'on a vraiment gardé les mêmes codes qu'on applique sur le Tour de France Hommes. Que ce soit l'aspect caravane, il y a des caravanes où les gens ils peuvent venir en famille, ça reste un événement gratuit. À ciel ouvert, c'est un beau terrain de sport. Donc on a les vrais codes et les bons codes qui marchent. Et les sponsors vous suivent maintenant? Et les sponsors nous suivent. Pour la petite anecdote, quand même, la première édition, il y avait quelques sponsors qui étaient des sponsors pour le Tour de France Hommes qui nous avaient pas suivis la première année. Je peux vous dire que sur la deuxième année, ils étaient là. Maintenant, ils y sont tous. Bon, écoutez, ça veut dire que vous faites du beau boulot, a priori? Moi, accompagnée de toutes nos équipes, voilà, c'est comme dans tous les sports. C'est un travail d'équipe, et puis évidemment, on peut que tirer son chapeau aux cyclistes féminines. Eh ben, on leur tire notre chapeau, et puis c'est excellent tout ça, évidemment, sur Sud Radio. On va vous revenir tout de suite, chers auditeurs, avec la présidente du Tour de France Femmes, attention, Marion Rousse, et le fondateur de l'agence Communicart, François Blanc. C'est excellent, évidemment. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent. Avec moi ce soir pour vous, la cycliste et présentatrice aussi, attention, Marion Rousse à la tête du Tour de France Femmes, et le spécialiste de la communication culturelle François Blanc à la tête de Communicart. Alors François Blanc, tout d'abord une petite question d'actu quand même. C'est la première que je vais vous poser, elle me brûle les lèvres. Votre opinion sur la nomination toute fraîche de Rachida Dati au ministère de la Culture? Ça a fait beaucoup de bruit. Oui. Ça a fait beaucoup de bruit en interne, je dirais, dans le milieu de la culture. Ça a fait beaucoup de bruit en externe, dans le milieu de la politique, bien évidemment. Ça ne laisse personne indifférent. Et c'est peut-être l'élément le plus important de la chose. C'est-à-dire que ça attire la lumière, en bien, en mal, pour ou contre, sur un secteur. En bien ou en mal, c'est pas grave, on en parle, quoi. Exactement, comme le disait Warhol. Donc ça attire l'attention sur le sujet. Et comme l'objectif, quand même la feuille de route, on va dire, de la nouvelle ministre, il faudra dire aussi que Rima n'avait pas démérité du tout dans son poste et avait un lien charnel très fort avec l'ensemble du secteur. Mais si on pose la question de savoir si un ministre de la Culture qui n'aurait pas une maîtrise totale de tous les arts est capable de remplir sa mission. Oui, parce qu'elle n'est pas prédestinée au départ. Oui, mais il y en a eu d'autres et qui n'ont pas été mauvais. Et puis, le ministre de la Culture est entouré d'un personnel, des administrations de très haut niveau et qui savent encadrer, proposer ou exécuter les choses. Je crois que sa feuille de route est sinon totalement définie, du moins dans les grandes lignes assez claires. L'accès populaire à la culture, les femmes aussi, et puis peut-être un certain nombre aussi de réponses ou de saillies ou d'arguments face à des situations qui peuvent relever de la censure aujourd'hui dans le monde de l'art et de la culture. Bref, quelqu'un qui a une personnalité et dont on va voir ensuite ce qu'elle va faire. Il faut laisser sa chance. Pour l'instant, vous êtes plutôt satisfait, quoi, en fait, en soi. Je dis qu'il faut laisser sa chance. D'accord. Vous aimez la mise en lumière, mais il faut voir ce que ça va donner. Personne n'est assuré de réussir. Personne n'est assuré de réussir, mais elle a des qualités de poigne et une popularité qui peuvent lui permettre de faire des grandes choses si elle en a l'intention.
et les moyens. Alors pour continuer sur l'actualité, on va parler un peu de la vôtre. François Blanc, vous vous occupez donc chez Communicart, votre agence, de l'exposition en cours jusqu'au 24 janvier qui a lieu en ce moment, donc à la galerie Cécile Fakouri à Paris, du peintre majeur sénégalais Souleymane Keita, qui est décédé en 2014. C'est un artiste que l'on surnommait le magicien de l'âme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Oui, c'est un magicien de l'âme dans le sens où il a su exprimer son art en partant des grandes traditions spirituelles qui sont celles de son pays, le Sénégal. C'est un artiste qui est décédé en 2014, mais qui a laissé une trace extrêmement importante auprès de tous les artistes. C'est pas simplement un artiste d'artiste, comme on dit, mais c'est un artiste qui vraiment existait en soi, et dont la galerie Cécile Fakouri a repris ce qu'on appelle l'estate, c'est-à-dire l'ensemble de son œuvre, pour la cataloguer, la valoriser et commencer à la présenter au niveau où elle doit être présentée, car c'est un artiste historique, c'est quelque chose son travail relève de l'histoire de l'art. Et qu'est-ce qui le rend si exceptionnel alors justement ? Ce qui le rend aussi exceptionnel, d'abord c'est l'intensité de son travail, la force de ses œuvres. Je ne peux que recommander d'aller les voir. Et je crois que c'est ainsi qu'on peut être convaincu. C'est une exposition qui dure jusqu'au 27 janvier le 24. À la galerie Cécile Fakouri, qui se trouve à Paris, 29 avenue Matignon. Et j'encourage tout le monde à aller voir. D'accord. Alors François Blanc, justement, quand on travaille sur l'exposition d'un artiste tel que Souleymane Keita, comment est-ce qu'on transmet son essence et comment est-ce qu'on valorise son héritage dans la communication qu'on met en ordre, en place ? Cela dépend surtout de la qualité et de l'engagement de la galerie, et qui là est très important, je dirais même total, et qui savent à la fois regrouper toutes les œuvres qui ont pu exister, les préserver, les restaurer pour certaines, et les présenter de la façon la plus disons didactique possible, pour la faire reconnaître par tous ceux qui vont prendre la mesure de cet artiste et son importance historique, et faire qu'il soit reconnu le plus possible, pas simplement au Sénégal, mais justement à l'extérieur. Pour le rendre accessible, quoi. Le rendre accessible, le rendre expliqué, le rendre valorisé, et faire que ce ne soit pas un artiste maudit ou un artiste oublié, mais que ce soit un artiste vivant, dans le sens où il va inspirer des artistes d'aujourd'hui. Est-ce qu'une exposition, ça se construit comme un magazine, par exemple, où il y a un chemin de fer qu'il faut suivre pour arriver d'une introduction à une conclusion ? Est-ce que ça s'écrit comme ça, une exposition, François Blanc ? Alors, il y a les expositions de galeries, mais qui sont des expositions marchandes, et c'est très bien ainsi. Donc, il peut y avoir toute une série de critères qui sont pris en compte pour organiser et présenter les choses. Mais il y a aussi les expositions dans les institutions. Et je trouve que le format qui est le plus intéressant, ou en tout cas qui me touche le plus, c'est ce qu'on appelle les monographies. Oui. C'est-à-dire quand on présente à un moment, dans un même espace, l'œuvre complète, on va dire, d'un artiste. Et là, on voit sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, la persistance de l'engagement, les errances et les réussites, les hauts et les bas, et surtout la cohérence d'un travail d'un artiste. Et c'est toujours quelque chose d'extrêmement émouvant et qui redonne la totalité d'une œuvre. C'est des moments absolument exceptionnels d'une relation avec un artiste. Alors, l'art, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, un peu comme le sport, d'ailleurs. Ce sont deux disciplines qui se rejoignent là-dessus. Contribuer à la diversité culturelle dans les œuvres ou dans les artistes que vous décidez de représenter, c'est évidemment un sujet pour vous, ça, François Blanc. C'est aujourd'hui un vrai sujet qui est, dans certaines régions du monde, traité de façon abrupte, en essentialisant les artistes et leur œuvre, et en faisant que certaines expositions vont jusqu'à même être victimes de polémiques qui vont à l'encontre de la liberté de choix ou de création. Et pourtant, la question de la diversité culturelle est extrêmement importante, et trouver les moyens de présenter, de montrer dans un esprit d'inclusivité est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, beaucoup de fonds de dotation, comme par exemple le fonds de Paul-Emmanuel Refer, qui s'appelle Refer Art Initiative, mènent des actions extrêmement déterminées pour faire mettre en lumière la diversité culturelle des artistes français ou des artistes en France, et montrer à quel point cette diversité est riche
et permet non simplement des dialogues, mais d'ouvrir d'énormes possibilités pour de jeunes artistes qui sont enfin reconnus dans leur spécificité, dans leur particularisme, et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Comprendre cette diversité, ça permet aussi de mieux comprendre toutes les couches de la société, en fait, finalement. Et c'est d'aborder cette diversité, ça permet de comprendre de l'éventail, non ? Je vous vois pas hocher de la tête, François. Non, mais absolument. Mais je dirais, il est aussi important de faire une présentation d'une exposition de Van Gogh au musée d'Orsay, qui est accessible par tout le monde et qui permet de rassembler autour d'une histoire, d'un historique et d'un peintre majeur. Les portes sont ouvertes. Et tout le monde peut y aller. Et il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour faire que des publics scolaires ou des publics autres puissent y accéder. Et de la même manière, dans des situations plus confidentielles, dans des expositions plus confidentielles, il y a la possibilité de montrer l'expression très pointue d'artistes très particuliers, avec une identité culturelle extrêmement précise, et qui peuvent s'exprimer. Et là aussi, il est possible d'aller les voir et de se confronter à quelque chose auquel on n'était pas habitué. Oui, parce que, chers auditeurs, des fois on n'ose pas trop pousser la porte des galeries, mais il faut le faire, parce qu'elles sont là pour justement aussi faire découvrir d'autres formes d'art, ou peut-être des arts moins accessibles en général. Bien sûr, et le comité des galeries d'art, d'ailleurs, a fait une campagne de publicité qui était tout à fait intéressante, en expliquant qu'en fin de compte, l'ensemble des galeries, que ce soit à Paris ou ailleurs en région, eh bien, ce sont des musées gratuits qu'on peut visiter et y découvrir des choses absolument fantastiques. Alors, puisqu'on parle d'inclusion, diversité, Marion Rousse, forcément, je rebondis sur les JO, parce que vous êtes programmé en même temps que les JO et les JO paralympiques. Entre les deux, exactement. Entre les deux, voilà, qui arrivent avec le monde entier aussi, qui va débarquer. Oui. Le sport, c'est donc bien un moyen de célébrer cette richesse de la diversité aussi, qu'elle soit une richesse de la diversité de pays ou de conditions, en fait. Oui, exactement. Si je ne m'abuse, les Jeux Olympiques, ça doit être le 2e événement le plus regardé au monde. Donc oui, le sport rassemble. Le fait que les Jeux paralympiques maintenant soient vraiment diffusés, évidemment, ça permet aussi de pouvoir les connaître. Il y a des sports, alors c'est pas le cas du cyclisme, mais qui ne vivent que grâce aux Jeux Olympiques. Donc évidemment, c'est quelque chose de très important. C'est une fois tous les 4 ans. Et puis pour moi, le sport, c'est la meilleure école de la vie. Oui. Donc n'hésitez pas à inscrire vos enfants dans des cours de sport. Et pourquoi c'est la meilleure école de la vie alors ? Parce qu'on apprend ce que c'est de se faire mal. On apprend des valeurs, la rigueur. Voilà, dans un monde où parfois on l'oublie un peu. Et puis c'est bon pour la santé, tout simplement. Voilà, il faut bouger, il faut aller prendre l'air, découvrir aussi d'autres choses. Bien sûr. François Blanc, une intersection entre l'art et le sport, grosso modo, peut-être, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour les JO, si vous avez prévu de travailler sur des expos ou quoi, mais on se dit que ça pourrait renforcer une expérience globale, justement, à contribuer plus de liens entre les peuples, entre les différentes couches de société. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non, il y a déjà beaucoup d'acteurs du monde de l'art qui ont préparé des choses à l'occasion des Jeux Olympiques. Il y a aussi une exposition dernièrement au Musée des Arts Décoratifs à Paris sur le sport et le design et la recherche formelle, les vêtements, enfin toute une série d'éléments comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. L'art, je veux dire, si vous allez aujourd'hui à l'exposition Nicolas de Staël, vous voyez aussi des œuvres qui sont... Alors dites aux auditeurs où elle est l'exposition quand même, parce que au Musée d'Art Moderne à Paris, au Musée d'Art Moderne à Paris, et il y a toute une série d'œuvres qui sont d'une série qui s'appelle Les Footballeurs, et où de Staël avait peint après un match au Parc des Princes et avait fait un certain nombre de toiles qui sont quasi emblématiques et qui aujourd'hui sont très recherchées. Donc elles sont aujourd'hui visibles au Musée d'Art Moderne. D'accord. Et ce sont des images de sport. Bon, comme quoi, le sport, effectivement... Ah voilà, Marion Rousse, ça vous fait une petite exposition à aller voir. Plus de liens entre les peuples, de l'art, du sport, c'est Sud Radio et c'est excellent. On est avec la grande cycliste Marion Rousse, présidente du Tour de France Femmes, et puis l'expert de la communication François Blanc, fondateur de Communicart. Vous restez avec nous, les copains. À tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Vous êtes tous ici chez vous, chers auditeurs, avec la présidente du Tour de France, Marion Rousse. Attention, le Tour de France Femmes, et le fondateur de l'agence Communicate, François Blanc. Alors Marion Rousse, on va revenir un petit peu à votre parcours quand même. Avant d'être la présidente du Tour de France Femmes, vous avez été une des rares femmes qui était commentatrice aussi du Tour de France. Depuis en 2017, première. Vous avez commencé, c'est ça? C'est bien ça, ouais. J'étais la première femme à commenter du cyclisme masculin. Ah ouais. Et bon, je suis contente maintenant quand même. Dans il y en a un milieu plus. Bien macho aussi. Ouais, aussi. Et finalement, je me mettais aussi quelques barrières parce que quand on m'a proposé ce poste, j'ai moi-même hésité à l'accepter en me disant mais comment ça va être perçu alors que c'est complètement débile finalement puisque du vélo j'en ai fait toute ma vie, donc je suis aussi autant capable d'en parler qu'un homme. Bien sûr. Donc, est-ce que vous avez dû jouer des coudes un peu quand même? Bah non, ça se fait plutôt naturellement. Je suis pas grande gueule, je suis pas à m'imposer, donc voilà, je parle d'un sport que je connais sur le bout des doigts. Et les gens, je pense que c'est là où j'en tire ma plus grande réussite, c'est que les gens, ils ont vu tout de suite que j'étais pas là parce qu'il fallait mettre une blonde à l'antenne, qu'il fallait un statut, que ça faisait bien, mais parce que je connaissais mon sujet et que je le maîtrisais. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté. Ouais, exactement. Le moment le plus marquant pour vous en tant que commentatrice du Tour de France? Je crois que cette année, on a quand même vécu un grand moment avec l'innovation où on peut entendre maintenant ce qui se dit entre les oreillettes des coureurs et de la voiture des directeurs sportifs. Et le moment où le Tour de France finalement bascule presque, où Tadej Pogačar il dit « je suis mort ». Et ça, nous, on l'entend en direct et on a eu quelques frissons en se disant « mais là, le Tour, il est plié, ça y est, c'est un tournant du Tour de France ». Et évidemment, c'est pas le fait de le dire qui l'arrête à ce moment-là, c'est dramatique, on est dans quelque chose de dramatique. Et puis voilà, pour mettre un petit peu de gaieté dans tout ça, je pense que le virage Thibaut Pinot, pour son dernier Tour de France, dernière participation de Thibaut Pinot, qui était vraiment en 2019, pourquoi pas pouvoir remporter ce Tour de France, on l'attend, ce vainqueur français. Et donc là, il a arrêté sa carrière en fin de saison et tous les supporters se sont rassemblés et ça a été juste des images magnifiques. Et je vous incite à aller voir. Vous, ça a dû vous toucher parce que vous faites l'émotion, beaucoup d'émotions. Et puis voilà, un coureur comme Thibaut Pinot, c'est ma génération. Donc on a fait l'équipe de France ensemble quand on était jeunes. Et, donc vous le connaissez bien. C'est un coureur qui est romantique, Thibaut Pinot. C'est un coureur que les gens aiment. Qu'est-ce que ça veut dire romantique dans votre bouche? Romantique parce que tu vas très haut avec Thibaut Pinot et tu vas également très bas. C'est un coureur qui peut tout gagner. Plutôt passionnel, du coup. Ouais, exactement. Et du jour au lendemain, voilà, comme son abandon au Tour de France en 2019, où tu le vois gagner le Tour de France et en fait il abandonne. Donc tu passes par tous les états ça grâce doit vous faire à lui. Quelque chose à vous, ça aussi, de voir mais nous, un grand sportif comme l'antenne, honnêtement, on passe par tous les états. Et on vibre parce qu'on est des passionnés. On est des passionnés derrière notre micro. Donc on fait pas semblant, on joue pas. Et c'est quand même un sport magnifique qui nous procure des émotions assez incroyables. Alors vous êtes quand même passé, Marion Rousse, du cyclisme professionnel au monde du journalisme sportif, du commentateur, de commentatrice, à votre nouveau rôle donc de présidente du Tour de France Femmes. Quand vous êtes passé du cyclisme à la télé, c'est quand même totalement un changement de carrière, même si vous commentez le vélo. En plus, vous avez arrêté le vélo, c'est ça? Au début, je faisais un peu. Qu'est-ce qui vous a pris, on a envie de dire? Je sais pas, parce qu'en plus, j'étais pas du tout prédestinée à faire de la télé. C'est pas du tout un milieu qui m'intéressait. Moi qui étais plutôt timide, quand même, pour la petite anecdote, j'étais le genre de gamine qui allait gagner des courses, mais qui avait horreur d'aller chercher sa récompense sur le podium parce que tout le monde allait la regarder. Donc c'est carrément contre nature. Et quand on m'a proposé en fait de venir commenter, en fait on m'a invitée en tant que championne de France. J'étais championne de France en titre et donc on m'a invitée, voilà, en tant qu'invitée, qu'on invite pas mal de champions. Et donc j'y suis déjà un peu allée à reculons et finalement ça m'a vraiment plu de pouvoir commenter mon sport parce que même des courses que je ne commande pas, je les regarde à la télé et je les commente moi-même dans mon canapé. Donc j'ai pas l'impression que c'est un boulot. Honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est un boulot et je mesure ma chance tous les jours. Mais finalement, quand on aime ce qu'on fait, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on. C'est merveilleux. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir, de se lever le matin et puis d'aller faire quelque chose qu'on aime. Ouais, bien sûr. Alors François Blanc, vous aussi, vous faites un truc que vous aimez, clairement. Ça fait 30 ans que vous êtes dans la com, un peu plus même, je crois. L'agence Communicate, ça date de 2004, mais vous en étiez pas du tout à votre galop d'essai. Pourquoi? Comment vous êtes tombé dedans? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette agence? D'abord, j'ai toujours aimé l'art. Ouais. Toujours acheté des œuvres. Toujours aimé les artistes. Et à un moment, je me suis dit que ce que je savais faire en communication,
il fallait le décliner sur quelque chose qui allait devenir énorme. Il y a 20 ans, je me suis dit que le marché allait devenir énorme. Je ne me suis pas trompé. Clairement pas, oui. Et j'ai pensé que pour les institutions, les questions de médiation, les questions d'accessibilité, enfin toutes ces questions qui sont fondamentales et qui sont toujours en débat aujourd'hui, étaient extrêmement importantes en termes de lien social et d'impact. Voilà. Et que pour ces deux secteurs, que ce soit le marché et les galeries ou les foires ou autres, ou que ce soit pour les institutions, les musées et les fondations, il fallait des professionnels de bon niveau, bien sûr. Me considérant comme un professionnel de bon niveau. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, et pour apporter des solutions et apporter du conseil. Donc, comme puis il y avait une place à prendre, clairement. Quoi, oui, aussi, puis on conseille donc les professionnels du monde de l'art, les institutions, musées, aussi, fondations, institutions, foires, galeries ou artistes internationaux. À tout simplement trouver leur public, ou s'exprimer, ou se positionner. Voilà, le marché de l'art, c'est un marché extrêmement compétitif, très concurrentiel. C'est plus concurrentiel que le grain, le cuivre ou quoi que ce soit. Il y a des dizaines de milliers d'artistes, centaines de milliers d'artistes. Il y a énormément de collectionneurs. Il y a plein de propositions. Donc, c'est un marché, donc c'est du marketing, on va dire. Alors, c'est des mots qui font un peu drôle dans le milieu de l'art. Alors, on va les changer en disant c'est... le faire savoir et savoir-être sur son marché. Le savoir-faire. Voilà. D'accord. Et si vous aviez un projet vraiment qui vous rendait fier, le plus emblématique à partager avec nous, qu'est-ce que ça serait alors, François Blanc? C'est la façon dont on a accompagné certains artistes internationaux qui se posaient des questions sur... pas tellement la façon de s'exprimer, la façon de défendre ce qu'ils disent, qui ne soit pas pollué par des intermédiaires, et qu'ils puissent s'exprimer et donc développer leur art dans les meilleures conditions, quoi. Dans de bien meilleures conditions, et ça, on a fait des grandes réussites à ce niveau-là. Mais aussi, on a aidé beaucoup de galeries à vraiment percer, et par là à aider leurs artistes à réussir, et ces artistes qui confient leur vie aux galeries. Bah oui, mais on dit souvent justement que ces 10 artistes, quand ils réussissent, ils sont un peu ingrats avec leur galerie, etc. Est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience où finalement quand même vous sentez que la générosité ou l'investissement que vous mettez sur certains projets, en fait, il y a quand même une certaine reconnaissance, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est l'engagement incroyable des galeristes. C'est les leurs artistes. C'est un métier extrêmement dur, que beaucoup ont envie de faire. Et c'est vrai qu'on voit des gens changer de métier et se dire « je vais devenir galeriste ». Ouh là là. Il faut avoir un gros compte en banque. Il faut avoir un gros associé. Non, mais un gros engagement. Si on reprend l'histoire de Perrotin, Emmanuel Perrotin, qui aujourd'hui a énormément de galeries dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, il et pas qui tout seul, a des Emmanuel artistes Perrotin. fantastiques, qui a démarré dans son appartement, en mangeant des nouilles et en dormant dans sa galerie et pendant longtemps. Il a su agréger autour de lui des gens qui croyaient en lui, et il a su construire sa galerie comme il le faut et à une échelle mondiale, et pour répondre à un marché qui est mondial aujourd'hui. Non, il faut des très grandes qualités. Donc certains, comme lui, vont très très loin, d'autres moins loin, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont moins d'engagement. L'engagement est extrêmement important. Pardon ? Est-ce que c'est une histoire de chance aussi ? Il faut de la chance, comme au Tour de France. La réussite. Il n'y a pas de champion sans chance, que ce soit en F1 ou que ce soit en cyclisme. Et pareil, c'est une rencontre qui va vous faire rencontrer un artiste de qualité et qui va vous étonner et qui va rencontrer lui-même son public. Et les choses vont s'emballer, je dirais même, parfois trop. Mais c'est ça qui fait le sel de ce métier. Alors pour en revenir un peu au sujet des femmes, je suis désolée, je suis en boucle, mais mes auditeurs ils me connaissent bien. Marion Rousse, selon vous d'ailleurs, le Tour de France Femmes, est-ce qu'il peut avoir un impact sur la motivation et le développement des femmes dans le monde professionnel, mais de manière plus générale, on ne parle pas que des sportives. Complètement. Et des artistes par exemple, justement. Je le vois en fait, moi, je prends encore mon vélo pour aller rouler. Il y a quelques années, je ne croisais que des hommes. D'accord. Et maintenant, je vois de plus en plus de femmes qui pratiquent le cyclisme. Alors, pas que niveau compétition, attention, je parle aussi au niveau loisir. Et oui, la pratique du cyclisme, c'est vraiment ouverte aux femmes.
Et ça, c'est un pur bonheur aussi pour moi de le constater sur la route. François Blanc, je vous repose la question. Est-ce que vous pensez justement que le fait qu'il y ait un Tour de France Femmes et que ça soit valorisé comme ça permet peut-être même à des artistes ou à des femmes d'autres secteurs de se donner des chances qu'elles n'auraient pas forcément saisies? Je crois que la présence et l'action des femmes dans tous les domaines est au-delà du positif. Je veux dire, c'est une donnée qui va croissante et c'est formidable. Moi, j'adore regarder le golf féminin. J'adore regarder, j'adore le football et j'adore regarder le foot féminin. Ça va moins vite, mais c'est plus technique en fait. C'est incroyablement technique. Et elles se mettent des ramponneaux majeurs, c'est choquant. Donc il n'y a pas de concurrence sur ce terrain-là. Non, c'est marrant, c'est bien. Et le vélo, pareil, ça doit se bagarrer pareil, ça doit se trahir pareil, et c'est formidable. C'est la vie. Alors, dans le monde de l'art, rapidement, on connaît il y a quand même des femmes reconnues et connues. Il y a Frida Kahlo, il y a Louise Bourgeois, Camille Claudel, Niki de Saint-Phal. Il y a Yayoi Kusama, qui est plus contemporaine. Elles ont quand même un point commun, c'est qu'elles souffrent quand même d'un manque de visibilité par rapport aux hommes. On connaît évidemment mieux Rodin que Camille Claudel, etc. Elles sont moins célébrées par le public en général. Oui, en tout cas, elles ont été invisibilisées de façon très claire, soit par le marché, les marchands, soit par leurs compagnons. Il y a le film Pierre et Marthe, aujourd'hui, qui est un film autour de Pierre Bonnard et de sa compagne, qui est devenue sa femme. Et en fin de compte, au cours du film, apparaît qu'elle était peintre et qu'elle a exposé et que c'était pas mal du tout. Voilà. Donc, non, cette histoire-là, elle est générale. Aujourd'hui, il y a un rattrapage considérable qui est opéré par les institutions qui mettent en avant les femmes et qui font des expositions autour des femmes, par les galeries. Et il y a une attention vraiment très poussée sur les jeunes femmes et jeunes artistes aujourd'hui, que ce soit dans les écoles des beaux-arts ou que ce soit dans les expositions de galeries. Non. Il y a vraiment là quelque chose de fondamental qui est en train de se passer, qui est durable, irréversible et qui est profitable aux amateurs d'art et bien sûr aux artistes. Et c'est excellent sur Sud Radio. Merci pour la transition. Nous sommes avec la cycliste et présentatrice Marion Rousse à la tête du Tour de France Femmes et le spécialiste de la communication culturelle François Blanc à la tête de Communicart. À tout de suite pour la fin de l'émission. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses esprits polyformes. Ce soir, pour encore un quart d'heure à peine, je suis en compagnie de la cycliste Marion Rousse, patronne du Tour de France Femmes, et du spécialiste de la communication culture, François Blanc, patron de l'agence Communicart. Alors, on parlait de diversité, je reviens dessus un tout petit peu quand même. On parlait de diversité, de la richesse de la diversité dans le sport, de la richesse de la diversité dans la culture, dans l'art. On peut parler d'égalité des genres, parce que le sport et la culture, c'est des vecteurs de promotion importants. Oui, évidemment. C'est vrai que moi, je dis tout le temps qu'à partir du moment, et je pense que ça s'applique dans tous les domaines, qu'on met les bonnes personnes à la bonne place, ça fonctionne. C'est pas une question de genre. C'est pas une histoire de genre, c'est une histoire de compétence. Exactement. Donc vraiment, c'est vraiment ce que je pense, et c'est comme ça en fait que je mène ma carrière personnelle. C'est comme ça que vous recrutez, vous, François Blanc ? Comment vous recrutez ? Parce que vous avez une équipe quand même assez féminine, je pense. Oui, mais est-ce que c'est naturellement ou c'est... Oui. Non, mais c'est pas ça. C'est que quand vous faites quand vous passez une annonce et que vous recevez les CV, c'est à 95% féminin. Ouais. Voilà. Donc parfait. En particulier dans le monde donc du l'agence est à 95% féminine. Ouais. Voilà. Vous avez des hommes quand simplement. Bien sûr. Ouais. Mais au même poste. Bien entendu. Non, y a même aucune... compétence. N'allez pas me chercher, évidemment. Donc, non, mais une chose est sûre, c'est que c'est vrai que c'est essentiellement féminin dans le domaine de la communication et aussi dans le domaine de la culture. La culture, l'art, c'est très attirant, c'est très agréable. C'est plus facile de raconter ça à table que de dire qu'on travaille dans les pompes funèbres. Et pourtant, les pompes funèbres, ça peut être très bien fait. Oui. Mais voilà, tout simplement, c'est gratifiant. C'est gratifiant. Et dans le sens où c'est gratifiant aussi pour tous ceux qui ont accès à l'art. Et c'est pour ça que la question aujourd'hui de rendre l'accessibilité à l'art et aux questions culturelles
au maximum de gens est vraiment une question clé. Une question clé parce que ça fait partie de l'identité, parce que ça fait partie des fondamentaux, ça fait partie de ce qui relie les gens, et ça fait partie de l'histoire, et ça fait partie de la transmission. Donc c'est des questions majeures qui doivent être traitées afin de sortir de l'entre-soi qu'on peut considérer être aujourd'hui le milieu de l'art et de la culture pour une grande partie de la population. Et cela, travailler à réduire cet écart est une question vraiment importante. Bien sûr. Alors François Blanc, vous avez dit, alors on passe un peu sur le numérique, parce que vous avez dit une phrase qui m'a marqué, il faudrait batailler pour que la révolution numérique permette une révolution de l'accès aux arts. Vous avez dit ça. Alors, quelle stratégie adopter, justement, adapter aussi, pour rester innovant en respectant cette tradition, justement, et ce savoir-faire séculaire? Oui, alors bon, il y a deux choses. Il y a d'un côté les artistes qui utilisent des outils numériques et qui créent des œuvres d'art. Bon, très bien, formidable. Je parlais plutôt de la visibilité qu'on leur donne derrière. Et ça permet de faire des découvertes en termes artistiques qui sont extraordinaires, de la même manière que quand est apparu le tube de peinture, ça a permis aux artistes de sortir de l'atelier et d'aller peindre sur le motif en pleine nature, et ça a donné l'école de Barbizon et puis ensuite bien d'autres. Mais aujourd'hui, le numérique doit permettre un accès aux choses de l'art ou au patrimoine. Il y a plein d'autres éléments qui relèvent de la culture. C'est extrêmement important et c'est une possibilité considérable et qui permet à des peuples comme à des catégories de pouvoir avoir accès alors qu'ils n'avaient pas accès auparavant. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe et qui a été mis en place par Emmanuel Macron et par le ministère de la Culture, qui est le Pass Culture. Et aujourd'hui, moi, je considère que le Pass Culture, c'est le monument de Macron. Alors, qu'est-ce que c'est le Pass Culture pour les auditeurs ? Dans le domaine culturel. Il y a eu les pyramides de Mitterrand et bien d'autres choses. Le musée des Macron, arts premiers. c'est le Pass Culture, bon, c'est pas une pyramide, non ? Ou le musée des arts premiers, de Jacques Chirac. Mais le Pass Culture, et j'avais fait faire un sondage avec le Journal des Arts sur l'utilisation et la réalité de la pénétration du Pass Culture et de sa pratique. Il faut quand même expliquer ce que c'est aux auditeurs. Le Pass Culture, c'est une application qui est nourrie de quelques centaines d'euros, qui permet à des jeunes de 18 ans de pouvoir consommer des livres, des entrées de cinéma ou de spectacles ou des entrées de musées. Ce montant est abondé par la communauté, par l'État, et une partie pour des jeunes plus jeunes est gérée en partenariat avec les équipes éducatives. D'accord. Bon. Il y a eu des essais dans un certain nombre de départements et les résultats sont assez étonnants, extrêmement positifs. Et la généralisation du Pass Culture est aujourd'hui un des objectifs du ministère de la Culture et donc de la nouvelle ministre. Et je crois que c'est quelque chose qui un legs, en tout cas d'Emmanuel Macron sur ce thème-là, qui est extrêmement important et qui vise la jeunesse. Et on sait à quel point c'est important, dans les jeunes années, de pouvoir se construire autour de la culture et d'y avoir accès. Bien sûr. Alors Marion Rousse, pour revenir un petit peu justement à cette révolution numérique qu'on vit tous, c'est un vrai sujet pour vous aussi en termes de visibilité de ce tout nouveau Tour de France Femmes. Comment est-ce que vous envisagez cette communication ? Comment vous travaillez avec vos équipes pour mettre en place un vrai message sur les réseaux ? Il est important. De toute façon, on a chez Armory Sport Organisation un pôle dédié à la révolution numérique. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, mais le Team Radio, par exemple, c'est une vraie nouveauté. Ça permet donc aux téléspectateurs d'avoir accès à ce qui se dit entre les cyclistes et la voiture de directeur sportif. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et pour la petite anecdote, les hommes avaient refusé la première année. Donc ça a été vraiment une nouveauté chez les dames avec le Tour de France Femmes. Du coup, les autres ils ont vu que ça marchait bien, qu'il y avait des bonnes réactions. Donc les hommes nous ont suivis. Non, mais évidemment qu'il faut vivre aussi avec son temps et que ça en fait partie. Est-ce qu'on n'a pas peur finalement que trop communiquer, ça fait perdre l'essence aussi, et que par exemple le fait d'entendre le cycliste qui parle à son entraîneur... Il y a des modérateurs, heureusement, parce que bon, des fois il y a des trucs pas très beaux à entendre. Il faut dire la vérité aussi. Mais ça dénature pas, quoi. On en voit beaucoup, c'est vrai. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur la question. D'ailleurs, même nous, dans nos équipes... Moi, j'aime avoir accès quand même à toutes ces coulisses et puis justement de donner l'accès à tout le monde.
Je trouve que c'est bien, et en même temps, je comprends aussi qu'on puisse dire ça enlève une partie du charme de ce qu'on ne sait pas. C'est ça. C'est un peu comme les voix à la radio qu'on voit maintenant. Et bien voilà, on nous voit maintenant. Et vous, François Blanc, est-ce que vous ne pensez pas que trop communiquer aussi via tous ces réseaux, cette révolution numérique et tout, sur l'art ou sur quel que soit le sujet, ça risque pas justement cette trop de vulgarisation risque de perdre un peu l'essence maîtresse du sujet, quoi. Beaucoup de gens avaient peur que le numérique fasse qu'on se détourne de la mise en présence d'une œuvre. C'est le contraire qui se passe. C'est l'inverse. C'est plus on a accès à de l'information, plus on voit, plus on partage, y compris sur les réseaux sociaux, plus on a envie et on déclenche l'envie de voir en vrai. D'accord. Donc non, c'est absolument pas concurrentiel, c'est au contraire stimulant. Et ça apporte énormément d'informations aux gens qui leur donnent envie de vivre la chose en vrai. L'un et l'autre, Marion Rousse, on commence par vous. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui a envie de devenir cycliste de haut niveau, ça serait quoi ? De ne se poser aucune limite, d'être sérieuse, de se donner toutes les chances de réussir, parce que rien n'est facile, donc il faut se battre. Tout simplement, y croire et persévérer, avoir une rigueur de vie, parce que il faut choisir, il faut faire des choix aussi dans la vie, quand on est sportif professionnel ou quand on a envie, je pense, d'exceller dans n'importe quel domaine. Et oui, il y a des concessions à faire. Donc il faut être prêt à les faire. Donc il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Oui, il faut pour faire les concessions, voilà, il faut savoir quelle route on prend. Exactement. Quoi, clairement. Et vous, François Blanc, quelqu'un qui aurait envie de se lancer ou dans l'art, ou dans la communication, peut-être dans l'art, pour vous, un artiste plutôt. Non, se lancer dans l'art, c'est une conviction intime. Ouais. C'est une conviction intime. Ouais. Qu'on soit plasticien, qu'on ait envie d'être peintre, qu'on ait envie de chanter ou de danser, c'est vraiment une expression, c'est quelque chose d'existentiel. Voilà. Et on ne peut pas réussir en étant cynique. On ne peut réussir qu'en étant soi-même. Et que l'expression artistique devienne quelque chose de fondamental auquel on ne peut pas échapper. Mais là aussi, il faut travailler. C'est comme tout. Il faut savoir se remettre en cause. Il faut savoir ne jamais lâcher. Et être cohérent et s'écouter soi-même d'abord et avant tout, avant d'écouter les autres. Il faut toujours s'écouter soi avant ? Ah oui. Pourquoi ? Oui, parce que la force est en soi. Et l'artiste l'exprime. C'est beau. On arrive à la dernière question de cette émission. Marion Rousse. C'est une question piège, du coup ? Ouais. Ah oui. Quand même. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez, Marion ? Que je vais me surprendre. C'est tout ? Ouais, parce que j'ai pas petite... de plan j'ai pas de feuille de route, j'ai pas de plan, je suis pas Pourquoi carriériste. vous surprendre ? Parce que quand vous étiez petite. Ah non, en fait, j'avais pas de. Voilà, j'étais passionnée, j'ai toujours été quelqu'un de très sérieux, et aussi qui s'écoutait beaucoup. Voilà, ça, on en revient au même, mais qui a toujours eu ses valeurs et qui a toujours réussi en s'écoutant et en respectant ce qu'elle était. Donc, de pas s'inquiéter finalement et de continuer sa route à elle, sa propre route. D'accord. Écoutez. Et vous, François Blanc, qu'est-ce que vous diriez, vous l'adulte, à l'enfant que vous étiez, ce petit garçon là ? Travaille moins. Ouais, c'est vrai ? Non. Vous avez été complètement déterminé sur votre route depuis l'enfance. Comment vous en êtes venu à là où vous êtes avec le recul ? Non, je suis quelqu'un qui a toujours aimé la presse. Mon frère, ma sœur aussi. On s'est toujours battu enfant pour les journaux que ramenait mon père à la maison. D'accord. Bon, c'est qu'on a tous eu la carte de presse et tous étaient journalistes. Non, c'est parce que je pense que aider une entreprise ou aider des artistes ou aider des galeristes à réussir dans leurs projets, c'est quelque chose qui me va. Il y a une utilité très claire. Et c'était prédéterminé, votre chemin ? C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Voilà.
Donc finalement que vous êtes arrangé pour faire, quoi, puisque vous avez envie de le faire. Bon, et ben voilà, c'est excellent et c'est fini, mais on était bien ensemble, hein, Marion Rousse. Très très bien. François Blanc. Merci À tous les deux. Alors merci à tous de votre fidélité à cet excellent, votre émission sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 19h cette fois-ci, pas à 21h, pour écouter de nouveaux destins. Le Tour de France Femmes, présidé par Marion Rousse, c'est pendant les JO et les JO paralympiques, entre les deux en fait, du lundi 12 au dimanche 18 août. Et puis toutes les infos, c'est sur le Tour Femmes, attention au pluriel.fr. François Blanc, l'exposition du peintre sénégalais Souleymane Keita, c'est en cours jusqu'au 27 janvier à la galerie Cécile Facoury à Paris. Vous pouvez nous redire l'adresse s'il vous plaît? 29 avenue Matignon. 29 avenue Matignon. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, le site c'est Cécile Facoury, FAKHOURY.com. Merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui à Sud Radio ses équipes. Vous pouvez retrouver toutes vos émissions, c'est excellent, Destin de femmes, etc. sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux et Deezer, les copains, les copines. À dimanche prochain. Bisous.